Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas dans la mise en place de vos ateliers. Vous verrez, quand vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous en passer. Je ne vous le cacherai pas, la mise en place d'ateliers dans sa classe, ça donne pas mal de boulot. À moins d'avoir un budget conséquent, il vous faudra concevoir votre matériel ou bien le télécharger sur un blog de collègues, puis le plastifier et le découper. C'est pourquoi je recommanderais de ne pas faire comme moi, qui en 2017 me suis lancé bille en tête et mis en place des ateliers tous les matins du jour au lendemain. On peut parfaitement commencer par une matinée par semaine, puis augmenter la cadence progressivement. Le choix des ateliers, c'est quelque chose de vraiment très personnel, et ça va dépendre de la manière dont vous fonctionnez. Lorsque l'on choisit ces ateliers et qu'on les intègre à son emploi du temps, il faut toutefois respecter un certain nombre de règles si on veut que l'expérience soit une réussite pour soi comme pour ses élèves. Pour choisir et organiser ces ateliers, on tiendra compte de plusieurs critères. Le premier, c'est le niveau sonore attendu pour l'activité. En organisant ces ateliers, on s'assurera qu'il n'y en a qu'un seul qui risque d'être bruyant par jour. On fera également attention à la diversité des matières et des notions travaillées. Dans une même rotation, c'est-à-dire dans une même journée, on s'assurera que les élèves ne font pas que du français ou que des maths. On veillera aussi à la diversité des dispositifs. Certaines activités se pratiquent individuellement, d'autres se pratiquent en groupe. En les alternant, on s'assure d'une bonne participation des élèves. On fera également attention aux supports que l'on utilise. Là encore, il s'agit de varier. Utiliser des livres, utiliser l'ardoise, utiliser des fiches effaçables, utiliser un jeu de plateau ou travailler sur un ordinateur sont autant de dispositifs qui apportent de la variété et donc du dynamisme à vos séances. Enfin, on pourra faire attention à la localisation des activités, en particulier si on travaille comme moi en classe flexible. Certaines activités auront lieu en table individuelle, d'autres dans un coin regroupement sur un tapis, d'autres encore à une table de groupe ou dans un atelier. Une fois que les ateliers sont choisis, il faut utiliser ces progressions annuelles pour lister tous les points que l'on souhaitera aborder dans ces ateliers. Cela permettra de trouver plus facilement ensuite les activités les plus pertinentes sur Internet, dans le commerce ou que l'on souhaite créer soi-même. Certaines notions ne présentent aucun intérêt particulier en atelier. L'atelier doit permettre de manipuler la notion, de la travailler différemment, en faisant appel à une autre forme d'intelligence que celle utilisée dans les leçons ou les exercices d'application. Par exemple, en conjugaison, on pourra faire une leçon à manipuler pour fixer les terminaisons du futur. Ou on pourra faire des mots croisés de conjugaison pour renforcer les connaissances d'une manière plus amusante. En calcul, on pourra proposer le jeu des pirates où l'on doit se partager un trésor au moment où on aborde la division. On pourra aussi faire un jeu de plateau de calcul mental, un petit peu dans l'esprit du compter bon. Ou encore, on pourra s'entraîner à décoder des messages secrets avec un alphabet qui correspond aux tables de multiplication. Une fois les ateliers intégrés à l'emploi du temps et les progressions faites, on peut commencer à chercher des activités. La première année, on travaillera au fil de l'eau et on aura l'impression d'avoir beaucoup de travail. Mais les années suivantes, on pourra s'appuyer sur une base solide d'activités et on aura juste à la peaufiner et à l'enrichir. Pour vous guider dans le choix et dans l'organisation de vos activités, rappelez-vous ces 3 règles. 1. Il faut choisir des activités que l'élève peut réaliser de manière autonome, soit parce qu'il dispose déjà de la correction, soit parce que les consignes sont simples.
2, il faut choisir des activités qui sont variées et qui alternent, que ce ne soit pas toujours du français ou toujours des maths. Et puis, il faut que ces activités évoluent au fil de l'année pour entretenir l'intérêt des enfants. 3, il faut choisir des activités qui vont permettre à toutes les formes d'intelligence de s'exprimer. Voici quelques idées d'activités que j'ai pu tester en classe et qui sont utilisables en atelier. Dans le domaine du français, on peut par exemple proposer à ses élèves le temps de rédaction, ou alors la réalisation d'exposés, ou encore des travaux de recherche documentaire. On peut également leur proposer différentes activités de lecture. La lecture suivie, où là on aura besoin d'acheter que 8 livres pour faire une série. Les gammes de lecture, sous forme de fiches effaçables. La lecture oralisée à l'autre, où les élèves s'entraînent 2 par 2 à se lire des histoires. Et le rallye lecture. On pourra également travailler la manipulation de la langue avec des leçons à manipuler, des mots croisés, des fichiers, des activités de tri et de classement de mots. Et on pourra faire de l'analyse grammaticale en jouant à des jeux comme le domino des natures de mots ou en faisant des analyses de phrases. Dans le domaine des mathématiques, on pourra faire du calcul mental avec par exemple le logiciel Matero ou sur des labyrinthes, des pyramides. On pourra résoudre des problèmes de logique ou des problèmes de certains types, problèmes additifs, soustractifs, problèmes de mesure. On pourra faire des manipulations, faire des jeux de partage, jouer au Uno des fractions, jouer au domino des décimaux, etc. Et on pourra s'entraîner en géométrie à réaliser différents tracés. Enfin, pour ce qui est des matières d'éveil, on pourra également proposer différentes choses. On pourra proposer des ateliers d'art visuel, à raison de 2 ateliers par semaine, pour avoir 1 heure d'activité au total. C'est particulièrement intéressant quand on fait des activités du style peinture, parce que c'est beaucoup plus simple de préparer un atelier pour 6-8 personnes que de préparer une activité pour 28 ou 30 personnes. On pourra également proposer des activités en EMC, pas sur la partie débat, mais sur des lectures documentaires. Et on pourra proposer un temps de travail personnel. C'est quelque chose que je ne fais pas chaque année, mais les années où je le fais, j'en suis vraiment satisfaite, car ce temps de travail personnel, c'est un temps où les enfants font en quelque sorte leurs devoirs. C'est-à-dire qu'ils vont se faire réciter mutuellement leur poésie, se faire réciter mutuellement les tables de multiplication, les conjugaisons. Ils vont relire les leçons. Ils vont aller sur ordinateur consulter les capsules vidéo que je mets à leur disposition. Bref, toutes sortes d'activités que parfois ils ne font pas à la maison et qui sont pourtant nécessaires. Maintenant que vous vous sentez prêt à vous lancer, il ne faut pas rater votre démarrage, car il fera toute la différence entre une expérience réussie et un résultat décevant. Il est préférable de ne pas démarrer ces ateliers dès le début de l'année. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et que je regrette encore. Maintenant, j'attends toujours 15 jours 3 semaines avant de commencer et de présenter les ateliers à mes élèves. Cela me laisse le temps de les connaître pour constituer des groupes plus équilibrés et cela leur laisse le temps d'intégrer les règles de vie, les règles de classe, la manière dont on doit présenter son travail, comment on doit se comporter et quels outils on peut utiliser dans cette classe. Voici les principales étapes, selon moi, qui vous permettront de démarrer sereinement vos ateliers. Pour mettre en place vos ateliers, vous devrez déjà constituer vos groupes. À vous de voir si vous les souhaitez hétérogènes ou homogènes. Ensuite, vous devrez établir les rotations et un emploi du temps pour chaque groupe. À la fin de ce diaporama, je vous montrerai un exemple. Vous devrez également désigner les responsables de groupe pour chaque semaine.
Dans mon cas, il s'agit d'un tableau qui reste affiché avec une flèche qui tient avec de la pâte à fixe et que je déplace chaque semaine. Ensuite, il vous faudra expliquer où est rangé le matériel nécessaire aux élèves et aux ateliers. Dans mon cas, il s'agit de meubles en plastique avec un tiroir par atelier et par jour, bien étiqueté pour que les élèves s'y retrouvent. Vous devrez également expliquer où chaque atelier doit avoir lieu. Soit il s'agit d'habitude, soit vous avez un affichage particulier. Je sais que certaines collègues utilisent des petits panneaux qu'elles posent sur les tables. Moi, je préfère avoir mis en place des habitudes et qu'on travaille sur cette base-là. Il vous faudra également rappeler les règles de bon fonctionnement propres à chaque activité. Par exemple, dans les activités de groupe, on chuchote, sinon la maîtresse est obligée d'arrêter l'activité. Dans les activités individuelles, on peut se faire aider par un camarade à condition de rester discret et on doit penser à se corriger et reporter sa correction. Dans les activités numériques ou les activités sur tapis, eh bien, il faut savoir se tenir correctement et ranger le matériel à la fin de l'atelier. Ranger les coussins si on a eu besoin d'un coussin, etc. Voici l'emploi du temps de l'enseignant. Il est plus complexe que celui pour les enfants parce qu'il intègre toutes les rotations d'ateliers. En bas, on retrouve les différents ateliers et leur répartition chaque jour, et en haut, on voit les rotations en fonction du créneau horaire. J'ai mis des codes couleurs et des lettres pour me faciliter la vie, et chaque colonne correspond à un groupe. Par exemple, le groupe 1, le lundi, commence par le plan de travail français, puis enchaîne avec le rallye lecture. Après la récréation, il fait l'atelier de manipulation et il termine par le plan de travail mathématique. Pour organiser mes rotations, je fonctionne en diagonale, comme ceci. Et voici l'emploi du temps d'un élève. Il est beaucoup plus simple, il ne présente pas les rotations. C'est pour ça que j'ai fait 4 emplois du temps, un emploi du temps par groupe. Les élèves visualisent tout de suite les activités qu'ils vont devoir faire. Souvent, les enseignants qui n'ont pas encore l'expérience du travail de groupe s'inquiètent du bruit, du bazar que cela va faire dans leur classe. Ceux qui me connaissent savent que je supporte très mal le bruit, l'agitation et le désordre. Mais si les ateliers sont bien préparés, que les consignes sont claires et que les activités sont ritualisées et adaptées, cela se passe généralement très bien. En début d'année, je stoppe immédiatement l'activité si les règles ne sont pas respectées. En général, ça ne se reproduit pas 2 ou 3 fois, Ils comprennent dès la première fois. Je rappelle également très régulièrement au démarrage des ateliers ce que j'attends d'eux. Je rappelle que 30 minutes passent très vite, qu'ils n'ont pas de temps à perdre en bavardage, et en général, ça fonctionne plutôt bien. Mais le vrai secret, pour des ateliers qui se déroulent bien et dans le calme, c'est une bonne préparation, où rien n'est laissé au hasard. C'est pourquoi il est préférable d'y aller progressivement. En ce qui concerne le stockage, avec l'expérience, on se rend compte qu'on accumule beaucoup d'activités et si on n'y prend pas garde, on finit par oublier d'en utiliser, ou alors on les perd, ou alors on n'arrive plus à les trouver. Voici quelques conseils qui vous permettront peut-être d'éviter ces écueils. Déjà, dans un premier temps, au fur et à mesure que vous créez vos activités, listez-les et classez-les par période ou par matière. Comme cela, vous les retrouverez plus facilement. Préférez aussi les concevoir dans des formats identiques pour optimiser votre stockage. Choisissez des contenants peu encombrants, évitez les grosses boîtes, préférez les rangements plats, comme ces enveloppes en plastique dont je parle souvent. Étiquetez chaque activité. Vous perdrez moins de temps à les retrouver. Si vous créez des jeux de cartes, des jeux de dominos, préférez les grands formats. Les élèves les perdront beaucoup moins facilement. Et n'oubliez surtout pas de prévoir une correction ou des outils d'aide pour que vos élèves restent autonomes. Enfin, au fil du temps, investissez dans des petits meubles de rangement à tiroirs, pas chers,
ou des barquettes de cantine, des petits paniers. On les trouve chez notre ami suédois par exemple, pour que vos élèves soient autonomes et que vous ne perdiez pas de temps à chercher le matériel. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous lancer à votre tour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos impressions sur le travail en atelier. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne. Elle a vraiment besoin de votre soutien pour grandir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.